Dans une industrie musicale plutôt bouchée, il est assez difficile d'aller conquérir un trône. Mais s'il est déjà pris, autant carrément créer le sien en allant révolutionner un tout nouveau genre musical. Et c'est exactement ce que vont faire les Daft Punk. Hello everyone, I'm Thomas from Daft Punk. Hello everyone, I'm Guy Manuel from Daft Punk. Seulement leur audace n'ayant aucune limite, c'est après le succès de leur tout premier album qu'ils décident pour leur deuxième opus d'aller au-delà de l'univers musical en sortant de sa retraite une de leurs idoles d'enfance pour créer une véritable fresque accompagnant leurs chansons avec un sublime film d'animation musicale. Étant alors un des rares patrimoines franco-japonais, on va parler aujourd'hui d'Interstellar 5555. Une œuvre marquante de la pop culture, il était donc impossible pour moi de ne pas vous parler de ce film. Dans cette vidéo, nous retracerons l'histoire de cette œuvre ô combien unique et reviendrons sur la genèse du projet. Nous nous concentrerons sur la manière dont le film va marquer la génération Millennium, mais d'abord, mettons un peu de contexte et revenons au début de la carrière des Daft Punk. Le duo est composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem-Christo, deux jeunes parisiens qui se rencontrent à l'école et auront comme passion commune la musique. Thomas voit naître sa passion pour la musique grâce à son père Daniel Bangalter, étant un chanteur professionnel et producteur auteur-compositeur dans les années 80, entre autres pour la Compagnie Créole ou Ottawa. Et le duo vont dans un premier temps monter un groupe de rock intitulé Darling, avec un troisième partenaire et enregistreront un premier single intitulé Cindy So Loud. Cindy so loud, Cindy so loud, Cindy so loud. Orientant le choix d'interpréter leurs compositions en anglais, ce qui leur permettront d'être exportables en Angleterre, où un journal local fera la critique du single. Et ça peut paraître rien comme ça, mais figurez-vous que c'est cette critique qui va être à l'initiative du nouveau nom du groupe. Qualifiant alors le groupe de Daft Punky, que l'on pourrait traduire par débilement punk. Le groupe se fait lâcher par leur guitariste et commence à traîner dans les événements festifs du moment qui voient une émergence début des années 90, les rêves parties. Donc je pense que vous avez déjà anticipé la suite, c'est là que le duo va commencer à grimper en notoriété et embrasser leurs premiers amours avec la musique électro. À partir du moment où on avait donc un petit home studio, bon, le premier disque c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio. Après je les ai fait graver à Londres, dans des bons studios de gravure, je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes et je les vends à des distributeurs en France qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger, qui les dispatchent à des distributeurs et après on peut retrouver des disques dans le monde entier. C'est là qu'ils réussiront à développer leur premier titre et gagner la confiance des professionnels du milieu pour produire leur musique. Seulement les jeunes garçons ont une vision de leur projet et veulent absolument garder le contrôle sur leur image et trouver un nom qui ferait directement référence aux premières critiques. Une manière à eux de prendre leur revanche, c'est ainsi qu'ils décident de se nommer les Daft Punk. Ils se créent une notoriété à partir de 1994 et sortiront leur premier album Homework en 97, composé de leur plus gros tube que vous connaissez bien. La chanson Around the World, qui a d'ailleurs marqué par son côté décalé du clip vidéo réalisé par Michel Gondry. Michel Gondry, connu pour être le réalisateur entre autres de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et il faut savoir que dans le clip vidéo, chaque personnage reproduit en réalité le son d'un des bruits de la chanson. Mais le premier titre qui va déployer la visibilité du groupe est le mix Daft Funk, qui contrairement à la plupart des morceaux très électro de l'album, Daft Funk installe littéralement ce qui fait l'identité musicale des Daft Punk, à savoir ce mélange de techno avec un son groovy funk R&B aux influences évidentes. Excuse me, sir. Do you have a few minutes to answer a few questions for our survey? Oh yeah, sure. Great. Et à côté de ça, le morceau va également nous offrir une véritable expérience visuelle, une des premières des Daft Punk. Avec un clip vidéo donnant un côté urbain décalé, avec cet homme qui se démarque de la population avec son apparence de chien et qui pourtant passe totalement inaperçu aux yeux du monde, jusqu'à carrément ne pas se faire reconnaître au premier coup d'œil d'une ancienne camarade de classe. Pourtant, si t'as un camarade qui avait une tête de chien, techniquement tu t'en souviens. Il vagabonde tel un homme tout à fait classique et qui en plus apporte des lignes de dialogue pendant la diffusion du morceau. Sure. Yeah? Yeah. Okay.
Une proposition totalement à l'opposé de ce que va proposer Interstellar à 1555. Mais on va y revenir. À travers le clip de Daft Punk, les Daft Punk démontrent aussi un côté modeste, sur le fait que si leur musique paraît si originale à l'image de cet homme, elle n'en est pas moins fondue dans une population musicale bien riche, qui pourrait faire passer totalement inaperçu les Daft Punk. Je pense que c'est important d'en parler parce que tout ceci va avoir une influence très importante pour Interstellar 1055, dans la mesure où Daft Punk veut faire de leur musique une véritable expérience visuelle. Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Notoriété croissante, les Daft Punk sentent que s'ils veulent garder le contrôle et la liberté auxquels ils aspirent tant, c'est de pouvoir protéger leur anonymat. Car au-delà de leur talent artistique, les Daft Punk vont se révéler être de véritables pros de la communication. C'est en 1999 qu'ils se confectionnent leur design de robot aussi emblématique pour sa communication, justifiant leur nouvelle apparence à la légende urbaine du bug de l'an 2000 de l'époque. Une référence à l'aspect électronique de leur musique, mais également conserver une part de mystère et créer le fameux mythe Daft Punk. Et c'est dans cette enveloppe futuriste que les Daft Punk deviennent les prophètes de la musique de l'avenir. Avant de parler du film, il est important de revenir à l'œuvre qui est à l'origine d'Interstellar 1555, je parle bien évidemment de leur opus Discovery. Cet album, qui explore un hommage aux chansons qui ont marqué le groupe à travers l'élaboration de chaque morceau, étant une association de samples de leurs chansons préférées. Prenons l'exemple de One More Time, qui est en réalité une cuisine du titre d'Eddie Jones, More Spell on You, qui a d'ailleurs elle-même été produit par le père de Thomas Bangalter. L'album est toujours en préparation, mais les Daft Punk veulent aller encore plus loin, proposant une vraie expérience visuelle avec Discovery. C'est alors qu'ils se replongent dans une de leurs œuvres préférées de leur enfance, Albator. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Il faut comprendre que les années 90 ont su créer bon nombre de fans autour de la culture japonaise. Une notion qui garantissait un certain succès, le format étant plutôt populaire et novateur à l'époque. Et de la même manière qu'Albator, Daft Punk était à ce moment-là des conquérants de l'industrie musicale. L'idée étant alors d'offrir une histoire autour de la conquête spatiale, où chaque morceau de l'album serait la narration de l'histoire, donnant un côté universel avec cette expérience visuelle sans jamais proposer de ligne de dialogue. Donc comme je vous le disais plus tôt, à l'opposé de ce qu'ils avaient fait pour le clip de Daft Punk. Et c'est là que l'audace des Daft Punk fait son effet. Thomas Bangalter se souvient encore de ces moments où il dessinait Albator sur les tables de l'école, et c'est pour lui une évidence. Le film doit se faire sous la plume du créateur de son œuvre fétiche, Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator. Cette histoire qu'on a écrite, on a l'idée de se dire ah tiens ce serait super, c'est une idée un peu folle de pouvoir la raconter en animation et on part au Japon pour rencontrer Leiji Matsumoto. Oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a que le téléphone, faut appeler pendant les bonnes heures, donc autant vous dire que si tu ne te déplaces pas, c'était compliqué de rentrer en contact avec ton idole qui est à l'autre bout du monde. Ils arrivent par la suite à son domicile, une grande maison au style futuriste correspondant à l'identité artistique de l'auteur. Ils avaient d'ailleurs déclaré « Nous commencions alors parallèlement à la musique l'écriture de l'histoire avec notre ami et collaborateur Cédric Hervé. Tous trois bercés enfants par Albator et son univers poétique et énigmatique. Nous rêvons d'une collaboration incertaine avec Leiji Matsumoto et nous envolons à sa rencontre été 2000 avec notre album et le synopsis terminé. » Et par un heureux hasard, il s'avère que Leiji Matsumoto connaissait très bien la musique des Daft Punk. On a rencontré Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, qui nous a bercé beaucoup quand on était petit. Il a un univers comme ça très spatial, très psychédélique et on a beaucoup de points communs. Il en était même dingue. Il ne lui faudra pas trop de temps pour donner un grand oui et considérer le projet comme un mélange de deux générations et deux cultures. Et Leiji Matsumoto avait déclaré « Le jour où Thomas et Guy Manuel m'ont proposé d'imaginer un univers visuel à partir de leur musique, j'étais ravi. J'ai vu dans leur proposition un clin d'œil du destin. C'est pour moi un rêve d'enfant que de proposer mes visions à un large public. Je n'y croyais plus tellement,
Et puis, à l'aube du 21e siècle, les Daft Punk sont venus me trouver, ils m'ont dit avoir découvert Albator à l'âge de 5 ans. C'est l'âge où l'on imprime ce qui nous influencera pour le reste de notre vie. Donc Matsumoto accepte le projet, étant lui-même amateur de culture française, notamment attaché à un film de Julien Duvivier intitulé Marianne de ma jeunesse. Un film des années 50 qui l'a profondément marqué, devenu une obsession pour lui. Matsumoto cite d'ailleurs à plusieurs reprises le film au travers des conversations qu'il a pu avoir avec Thomas et Guy Manuel. Et moi j'ai fait non seulement des rendez-vous ensemble, mais j'ai fait pour la pré-production, ensuite pour la production du film, une quinzaine ou 17 voyages Paris-Tokyo où j'allais toutes les 6 semaines, toutes les 5 semaines tout seul à Tokyo. Je passais 3 jours là-bas. Et alors après c'était pour la production du film, mais au début j'ai fait vraiment quelques voyages juste pour récupérer les dessins des personnages. C'était vraiment il était vraiment comme un personnage de Captain Harlock, d'Albator ou de Galaxy Express. On arrivait dans sa maison qui était hyper japonaise, hyper stylisée, un peu dans une ambiance de science-fiction comme ça. Il y avait un poster avec une image de la Terre en énorme derrière, et il avait son chapeau avec la tête de mort comme ça, avec un hyper beau. Et j'avais vraiment l'impression qu'il continuait à vivre dans ce monde qu'il avait créé. Et en même temps, j'ai l'impression vraiment que la raison pour laquelle il a accepté de faire ce projet avec nous, c'est qu'il avait une vraie connexion avec la France. Cependant, la direction artistique du projet est claire. Le plus important reste la musique. Et le film doit venir sublimer les chansons de Discovery et non l'inverse. Ils feront quand même appel à une figure locale de l'animation, j'ai nommé Monsieur Bernard Derriès, qui a travaillé sur des œuvres telles que Ulysse 31, Tintin ou l'Inspecteur Gadget pour les plus connus. Et le film va carrément être produit par la célèbre Toei Animation. Le studio choisi n'est pas un hasard puisque Shinji Chimuzhu, l'un des collaborateurs de Leiji Matsumoto, y travaillait à cette époque. Il budgétise une production à 4 millions de dollars pour le film et c'est Kazuhisa Takenushi, connu pour son travail sur Dragon Ball et Sailor Moon, qui s'occupe de la réalisation. Reste encore un détail à peaufiner, le titre que va porter cette œuvre. Les Daft Punk posent une réflexion avec l'espace loin de la Terre. Donc le mot Interstellar vient assez rapidement. Et un film qui parle de l'industrie musicale en anglais, ça donne The Story of the Secret Star System. 4 S qui peuvent être représentés par le chiffre 5. Secret Story of the Star System. Interstellar 5555. Les Daft Punk avaient souligné lors d'une conférence de presse que l'arrivée d'Interstellar 5555 était comme un rêve d'enfant devenu réalité. Mais du coup, le film, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un groupe de musique alien qui avait composé un titre intitulé One More Time. Étant un énorme succès sur leur planète, la chanson attire un vil producteur de musique qui va capturer le groupe et les travestir en êtres humains pour pouvoir les produire dans l'industrie musicale de la Terre. Il va les produire sous le nom de groupe Crescendo, nom qui est d'ailleurs un des titres de Discovery, et vous noterez que le logo Crescendo ressemble énormément à celui de Coca-Cola, fort symbole du capitalisme américain. Pour le coup, la lecture est assez claire et sans ambiguïté. Le groupe dénonce le côté usinier de l'industrie musicale et la manière dont les artistes deviennent des produits de consommation pour les maisons de disques. Cela fait forcément écho à la volonté des Daft Punk à rester totalement libres. Et autant vous dire que le choix de découler l'action d'un space opéra sur Terre appuie cet aspect dénonciateur de l'œuvre. Et c'est surtout dans la mise en scène qu'on sent le contraste entre les artistes du début qui prennent un plaisir fou lorsqu'ils jouent sur leur planète, alors que sur Terre, ils sont sans vie à jouer les chansons de manière passive. Une manière de dire qu'il faut y mettre de l'âme si on veut faire de la bonne musique et qu'il ne faut certainement pas se comporter comme un robot. Ouais, c'est bizarre venant des Daft Punk. Mais l'histoire va encore plus loin, révélant une machination de ce fameux producteur qui opère en réalité depuis des centaines d'années, à la recherche de talents qu'il peut enlever, manipuler et hypnotiser afin de gagner des disques d'or, ayant pour but d'alimenter un rituel lui offrant une vie éternelle. On constate que Mozart était lui-même un extraterrestre, mais je sais pas si du temps de Mozart ils offraient déjà des disques d'or. Et au 5555e disque, il aurait le pouvoir de conquérir l'univers entier. Entre-temps, la planète d'origine du groupe avait envoyé un SOS à une sorte de capitaine solitaire fan du groupe. Et plus particulièrement de la chanteuse qui part les sauver sur Terre, mais va malheureusement s'écraser et succomber de ses blessures.
Le groupe finit par s'échapper, protégé par l'aura du sauveur, quand soudain le film se clôture sur une chambre d'enfant qui avait en fait imaginé toute cette histoire en écoutant l'album Discovery. Et ce final est tout bonnement sublime, mais je vous explique pourquoi. Car il désamorce le drama du film tout en incluant l'idée que tout le monde peut écouter les Daft Punk et se créer sa propre histoire au travers de leur musique. De la même manière que Thomas Bangalter a pu rêver enfant avec Albator. Les Daft Punk vont commencer la promotion du film et le scinder en plusieurs parties, faisant d'eux les clips promotionnels des titres de l'album Discovery. Le public découvre alors One More Time, Aerodynamic ou encore Harder, Better, Faster, Stronger, regardant les clips comme une série épisodique. Il va donc falloir attendre le 18 mai 2003 pour découvrir le film en intégralité, lors de sa diffusion pour la première fois au Festival de Cannes lors d'une séance spéciale de la quinzaine. Donc vous l'avez compris, au travers de cette œuvre, les Daft Punk cherchent à défendre leur plus grosse valeur, la liberté. Comprenant les ficelles de ce milieu et acceptant les règles du jeu, sur le fait que la prise de contrôle d'un producteur pouvait être rapide, mais surtout néfaste pour leur art. Cette liberté et cette indépendance leur donnent accès à la possibilité de dénoncer cette industrie au travers de ce film qui transforme la plupart de leurs artistes les plus populaires en un produit marketing. Se perdant à des images de marque, avec une vie publique, coupant tout libre arbitre à tous ces artistes. Mais Daft Punk vient du futur et a compris ce schéma dès le début. C'est ainsi qu'il dénonce, au travers de cette œuvre visuelle, qui va en plus offrir le pouvoir de sublimer chaque morceau de l'album Discovery, qui est à mon sens un des meilleurs albums de l'histoire de la musique, et Interstellar 5555 a réussi à sublimer l'album, mais non seulement sublimer la valeur la plus importante des Daft Punk. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.